En politique, les mots, ce sont jamais juste des mots. Ils peuvent être des armes, des boucliers, parfois même de vraies déclarations de guerre silencieuses. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble ce fameux langage du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Eh bien, en diplomatie, la réponse est tout, absolument tout. Quand on choisit d'appeler un pays une république ou au contraire un régime, c'est pas du tout anodin, c'est déjà prendre position. Et oui, chaque étiquette, c'est une arme stratégique. C'est un outil qu'on utilise pour légitimer ses alliés et bien sûr pour diaboliser ses adversaires. C'est un peu comme le premier coup qui est porté avant même que quoi que ce soit ne se passe. Voilà, on entre sur le champ de bataille des mots. Et ici, croyez-moi, les dictionnaires ne servent pas à grand-chose. Chaque terme est une arme et la règle numéro 1, c'est de ne jamais, jamais croire qu'un mot est innocent. Parce que, en fait, quand on qualifie un pays de démocratie ou de régime, ça n'a souvent rien à voir avec une quelconque vérité absolue. Non, tout dépend de qui parle, de ses alliances, de son objectif final. C'est vraiment une question de perspective et de stratégie. Allez, prenons un exemple parfait pour illustrer ça, le mot régime. On l'entend tout le temps, partout, dans la bouche des diplomates, des journalistes. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme qui a l'air, comme ça, assez anodin? Alors là, c'est tout le génie, si on peut dire, du mot régime. Sa force, elle vient de son flou. Il n'a aucune, mais alors aucune définition juridique précise. C'est une arme de suggestion massive, en fait. Il évoque tout de suite l'illégitimité, l'oppression, la violence, mais sans jamais avoir besoin de le prouver. C'est pour ça que dans le ballet très codifié de la diplomatie, où chaque mot est pesé au trébuchet, utiliser le mot régime, eh bien, c'est l'équivalent d'une gifle en public. Ce n'est pas une description, c'est une accusation. C'est une attaque directe contre l'honneur d'un État. Bon, pour bien comprendre comment ces mots sont détournés, il faut qu'on revienne aux bases. Commençons par la distinction la plus fondamentale. République contre monarchie. On a là deux visions du pouvoir qui s'affrontent depuis des siècles. D'un côté, on a le pouvoir qui, en principe, vient du peuple, par le vote. Ça, c'est la République. Et de l'autre, on a le pouvoir qui est une affaire de sang, qui se transmet de génération en génération. C'est la monarchie. On a vraiment deux logiques qui sont irréconciliables. Mais attention, République ne veut pas forcément dire vertu. C'est ça qui est intéressant. C'est une porte qui peut s'ouvrir sur deux mondes complètement opposés. Elle peut porter les plus hautes valeurs démocratiques ou alors sombrer dans les pires abus tyranniques. Sa flexibilité, c'est à la fois sa force et paradoxalement sa plus grande faiblesse. Et donc, logiquement, dans le meilleur des mondes républicains, on est censé trouver l'idéal démocratique. C'est l'objectif que beaucoup affichent. Mais là encore, attention, le mot cache des réalités bien différentes. Ah, la fameuse formule, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est iconique et ça définit le cœur même de la démocratie. Le citoyen est, en tout cas en théorie, la source et la finalité de tout pouvoir politique. Et ce grand principe, il s'applique de deux manières principales. Soit le peuple élit directement son chef d'État, ça c'est le suffrage universel direct, soit il élit des représentants, des députés par exemple, qui vont ensuite choisir le dirigeant. Ce sont donc deux chemins différents pour atteindre le même idéal de légitimité populaire. Et c'est pour ça que, dans la hiérarchie des systèmes politiques, la démocratie est souvent présentée comme l'aboutissement final. C'est le modèle le plus évolué, celui qui serait le plus respectueux des droits et de la dignité humaine. C'est un peu l'étalon or, si on veut. Bon, maintenant, passons du côté obscur de la force politique. Dictature, tyrannie, ce sont des mots qui font peur, et à juste titre, mais ils décrivent des réalités bien précises. Et comme on va le voir, il ne faut surtout pas les confondre. Et voilà un point qui est absolument crucial. Une dictature, c'est une république qui a mal tourné. Elle garde la façade, un président, des institutions, mais en coulisses, un seul homme a confisqué tous les pouvoirs. C'est une république qui a été complètement vidée de sa substance. La tyrannie, c'est exactement le même phénomène, mais dans le cadre d'une monarchie. C'est le roi qui devient fou, c'est le pouvoir absolu qui se transforme en une arme de terreur pure. La seule loi, c'est le caprice du souverain, et la vie de ses sujets, eh bien, elle ne tient qu'à un fil. Alors retenez bien cette analogie, elle est vraiment fondamentale. Le tyran est à la monarchie ce que le dictateur est à la République. C'est le même abus de pouvoir absolu, mais qui naît et se développe dans deux systèmes politiques radicalement différents. Ok, maintenant que les définitions sont claires, accrochez-vous. Parce qu'on quitte la théorie pour entrer dans la pratique. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Et, disons-le, assez cynique. On pourrait croire que les dirigeants du monde entier utilisent ces termes avec la rigueur d'un politologue. Mais la réalité est, bien sûr, tout autre. Sur la scène mondiale, la logique et la cohérence laissent souvent la place au pur intérêt stratégique.
Et voilà, le grand retournement de situation. Un État qui va protéger farouchement sa souveraineté pourra être qualifié de dictatorial. Pendant ce temps, une grande puissance qui impose sa volonté à des pays plus faibles pourra se draper tranquillement dans le manteau de la démocratie. Les mots ne décrivent plus la réalité, ils la justifient. En clair, et c'est là que tout se joue. Nommer un pays, ce n'est pas le décrire, c'est le qualifier. C'est lui coller une étiquette qui préfigure et légitime déjà toutes les actions qu'on pourra mener contre lui. C'est un acte politique d'une portée immense. L'objectif ici, ce n'est pas de distribuer les bons et les mauvais points, de dire qui sont les gentils et les méchants. Non, le but, c'est de donner une clé de décryptage, un genre de filtre pour analyser les discours politiques et pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette grande guerre des mots. Donc c'est la question finale qu'on peut se poser. La prochaine fois qu'on entend un pouvoir être étiqueté d'une certaine manière, il faut se demander qui est-ce qui a posé cette étiquette et pourquoi, mais pourquoi avoir choisi ce mot-là précisément.